Laurence Rocher, qui travaille à Bicêtre en radiologie adulte, qui va nous parler de la communication et de l'annonce aux patients. Bonjour à tous, je suis particulièrement émue d'être ici aujourd'hui. C'est la première fois que je viens dans ce symposium et je suis vraiment admirative et reconnaissante à nos deux organisateurs pour ce qu'ils nous réservent en tant qu'accueil et bienveillance. Donc, ils m'ont demandé de parler de l'annonce en radiologie. C'est effectivement une thématique qui nous est chère. Alors, je vous avoue que j'ai fait un petit peu un sous-titre parce que ça me semblait un petit peu présomptueux. Et donc, je parlais plutôt de pré-annonce parce que c'est comme ça que ça va être intitulé, en tout cas, dans le dispositif d'annonce qui va être relu par l'INCa. Et plutôt que de mettre « comment je fais », ce qui quand même va être la description, ça va être quelques pistes. Alors, pourquoi ce sujet dans un symposium dédié au scanner volumique ? Parce que c'est un certain paradoxe, puisqu'on va nous parler des progrès de l'irradiation, de la qualité de l'image. On a vu vraiment des choses magnifiques aujourd'hui et des capacités diagnostiques encore accrues. Ce qui fait que cet instrument, mais si merveilleux qu'est le scanner, qui est devenu le scanner, et avec mon âge, on a connu ces scanners où on disait « inspirez, ne respirez pas », et puis on avait une image au bout de plusieurs minutes. Et bien maintenant, c'est le revers du succès. Nous avons des grandes listes de travail et qui nous rebutent et qui forment un écran avec la relation avec le patient. J'ose espérer qu'on est arrivé à une stabilité en termes de timing. Je ne crois pas qu'on peut aller tellement plus vite. Et j'ose espérer également que l'aide au diagnostic, les big data et l'intelligence artificielle vont nous permettre de retrouver notre rôle médical et je dirais aux plus jeunes, bienvenue à la médecine radiologique ou à la radiologie clinique. Parmi tous ces patients, lesquels vont avoir besoin d'un contact plus personnalisé et c'est pour ça que je fais hommage à l'équipe d'accueil du service, des manipulateurs et des agents qui vont très vite repérer un patient anxieux, un patient qui va poser beaucoup de questions et c'est bien sûr vers cela qu'ils vont se tourner vers nous en disant « je pense que monsieur Untel ou madame Untel nécessite un petit entretien après le scanner ». Il y a bien sûr les patients qui le demandent d'emblée, si on leur dit que c'est possible, ce qui n'est pas toujours le cas, et ceux chez qui a été découvert une lésion grave, qu'elle soit tumorale ou non, et ceux chez qui a été découvert une lésion inattendue, on va plutôt laisser ce passage à Romain Pommier. C'est une question d'actualité parce que vous savez que la bientraitance des patients, et la pré-annonce fait partie de la bientraitance des patients, fait actuellement l'objet de nombreux articles dans les journaux de diffusion nationale. Récemment, c'était les gynéco-obstétriciens qui étaient un petit peu montrés du doigt sur leur supposée maltraitance aux patientes. Pourtant, c'est depuis 2009 que Liliane Olivier avait publié cette étude qui reflétait les résultats de son enquête qu'elle avait menée à l'Institut Curie, qui montrait que les 2 tiers des patients qui avaient répondu à l'enquête voulaient plus d'informations sur les examens, voulaient voir le radiologue après l'examen pour avoir en partie les résultats, pour avoir une annonce progressive, et considéraient le radiologue comme l'interlocuteur privilégié pour la délivrance des résultats. Bien sûr, un certain pourcentage de patients ne veulent rien savoir. Est-ce qu'il y a un cadre réglementaire? Pas vraiment, en tout cas sur la façon de le faire. Comme je vous le disais, la fiche INCa va venir bientôt pour donner des pistes. Mais il y a quelques exemples de la jurisprudence. Et Vincent Hasbrook régulièrement nous a donné dans le journal du syndicat des radiologues hospitaliers des recommandations pour que cette relation se passe au mieux. Un bref exemple ici, uniquement sur le problème du compte-rendu, justement, où les radiologues avaient bien fait leur travail et la Chambre civile a estimé quand même bien qu'ils avaient satisfait à l'obligation de faire le compte-rendu, eh bien, cela ne les dispensait pas d'informer le patient sur les résultats de l'examen d'une manière adaptée à sa personnalité et à son état. Dans cette autre affaire, eh bien, la patiente avait dit que ce n'était pas la peine d'envoyer le compte-rendu à son gynécologue, c'était un ACR4, on lui avait donné le compte-rendu, mais cette patiente a tardé à
à consulter. Elle déménageait en fait le lendemain et il a été admis que la patiente n'avait pas compris la gravité de ses lésions. Effectivement, c'est vraiment difficile pour nous, radiologues, d'annoncer une mauvaise nouvelle qui va modifier radicalement et négativement l'idée que se fait le patient de son avenir. Et moins celui-ci se doute de la gravité, plus la nouvelle lui apparaîtra mauvaise. Ce qui est un certain paradoxe en radiologie, puisque souvent, quand un patient se présente avec un symptôme, il est déçu qu'on ne trouve rien, et les radiologues aussi, souvent, sont également déçus. Alors, on peut s'inspirer des exemples de la littérature, pas de la littérature scientifique, mais j'aimerais vous citer quelques mots ici de Mankell. Vous savez, celui qui écrit Les Policiers. Il a écrit un dernier roman à la fin de sa vie, puisqu'il est décédé l'année d'après. Il avait eu un accident de voiture, il avait mal au cou, et ça ne passait pas. J'ai subi 2 examens radiographiques. 2 heures plus tard, le torticolis, dû à une éventuelle hernie, s'est métamorphosé en cancer. Sur l'écran d'ordinateur, on m'a montré la tumeur cancéreuse de 3 cm logée dans mon poumon droit. Ce que j'avais à la nuque, c'était une métastase. Et les mots qu'il utilise, c'est le mot, par exemple, chaos qui s'est emparé de moi. Maryse Vaillant, dans ce livre, Une année singulière avec mon cancer, décrit très bien les étapes de cette annonce. Le radiologue me montre une tache assez diffuse que je perçois mal. L'homme me regarde lourdement, secoue la tête. Il est radical et insistant. À peine ai-je entendu le mot « suspect » que j'ai attrapé mon cancer. Il n'a pas envie de rire, il reste imperméable à mon humour. Et je comprends qu'il est inutile de faire plus longtemps la sourde oreille. J'entre sans hésitation dans le no man's land qui nous sépare tous de la mort. M'annoncer un cancer, c'est me dire que je vais mourir. Le retour de certains patients, souvenez-vous du jour où vous m'avez annoncé que j'avais un cancer, ma vie a basculé. Quand vous m'avez dit cancer, j'ai mis sur off, je n'ai pas pu entendre tout ce que vous m'avez dit après. Les mots associés sont souffrance, rejet, culpabilité. Bien sûr, vous connaissez tous l'analogie du mot tumeur, spécialement en français. Peut-être vous rappelez-vous cette brochure qui avait été éditée et qui avait été donnée aux journées de radio sur les phrases qui tuent. Eh bien, en voilà d'autres. J'ai passé un scanner le lundi demandé par mon médecin traitant. Je suis venue chercher les résultats. J'ai lu en sortant tumeur bronchique avec métastase hépatique. Que dire maintenant des comptes rendus qui vont être en ligne et même pas écrits à la sortie de l'examen? Le médecin m'a demandé « La tumeur du foie est-elle connue ?» J'ai passé mon scanner à l'hôpital. La porte de la salle d'attente était entrouverte. J'ai entendu « Elle a la foie complètement métastatique, c'est foutu, t'as vu son âge ?» Il n'a pas bu que de la badoie. Avec 40 paquets à nez, c'est pas étonnant. Récemment, un clinicien qui me parlait d'un patient. Ce zozo qui ne consulte pas depuis des mois avec ce truc qui était une tumeur de la verge et qui sourit quand on lui dit que c'est une tumeur. Un patient et confrère, c'est un cancer, il faut enlever les 2 testicules de façon brutale. À une patiente dans la salle d'attente de radiologie, le radiologue dit « Madame X, c'est reparti ». Il voulait parler du cancer en plus, devant les autres patients et en plus par erreur, il parlait d'une récidive. Donc, je n'ai pas de recette. Mais avant toute chose, je pense qu'il faut ouvrir le dossier informatisé dès qu'il faut annoncer vraiment des choses graves, parce qu'on peut se planter complètement. Il faut aussi demander avant toute chose que le patient connaisse son état, et comme les orateurs précédents l'ont dit, ça peut être très différent de ce qui a marqué sur la demande, et ça peut être très différent de ce que nous, on pense que le patient connaît. En échographie, nous avons la maladie en direct. Donc déjà, l'accueil doit être professionnel, pas de badinage, pas de plaisanterie, parce qu'après, c'est beaucoup plus difficile de revenir en arrière. On pose la sonde, on voit la tumeur, on se contrôle, pas d'exclamation, pas de recul, ni de commentaires. Un regard appuyé et concentré sur l'écran. La durée de l'examen est un peu plus prolongée et la préannonce ne se fera qu'après que le patient soit rhabillé et non pas allongé avec du gel plein le ventre ou sur d'autres organes. On prend le temps de prendre un siège, le patient passe en cabine et ce moment lui permet d'être préparé à cette préannonce. En IRM, en scanner, en standard, en mammo, il y a souvent un délai qui permet de se préparer. On vérifie toujours l'antériorité, puisqu'on va raconter sinon souvent n'importe quoi. On ne fait pas partir les patients. Et si possible, on prévient le médecin demandeur de l'examen pour aider à cette préannonce qui pourra nous permettre de dire « Oui, j'ai déjà appelé votre médecin pour le prévenir et il va vous contacter ». Ce qui est important, c'est de donner un avenir proche aux patients. La plupart des cancers vont avoir des étapes diagnostiques et donc nous permet une annonce graduelle.
Attention, bien sûr, à la porte ouverte qui donne sur la salle d'attente ou sur une salle de manipulateur. Pour de simples petits mots, nous utilisons les cabines d'examen quand il n'y a pas de vraie préannonce à faire. Par contre, quand il y a une préannonce à faire, il faut utiliser les salles de confidentialité qui ne sont pas toujours utilisées parce qu'elles sont souvent excentrées. Voici celle qu'on avait en 2008, voici celle de 2018, et vous voyez que temporairement, eh bien, elle sert de réserve parce qu'il y avait un problème sur le stockage. Donc, et elle n'est pas très large. Il faut s'asseoir pour les mauvaises nouvelles et être accompagné, demander au patient s'il veut être accompagné. Attention, ça fait bientôt 4 personnes dans la salle parce que le patient est souvent accompagné et il est bien que le radiologue montre l'exemple avec un junior si le patient n'y est pas opposé. Le contenu, il va dépendre des connaissances que l'on a de cette pathologie. Est-ce que ça va être un cancer avec confirmation par biopsie ou alors est-ce qu'on va enlever, comme dans le testicule, l'organe sans biopsie? Il faut éviter le jargon médical, éviter de donner des mesures ou des adjectifs inquiétants. On va avoir d'abord cette préannonce et le dialogue et on va préparer la sortie du patient. N'hésitez pas à mobiliser toutes vos qualités humaines pour signifier votre empathie verbale, reconnaître que la situation du patient est difficile. N'hésitez pas à revenir vers nous, nous sommes à votre disposition pour. Et l'empathie non verbale également doit être utilisée, un sourire, un contact visuel, une posture. Quand il y a des moments très difficiles, n'hésitez pas à toucher le patient, à l'accompagner en lui mettant la main sur l'épaule en fonction de sa position ou sur le bras. Quelle phrase? Je vais vous parler des examens, des résultats de l'examen. Souhaitez-vous être accompagné? On s'assoit, on laisse un temps de silence. Vous avez probablement senti que l'examen était assez long en échographie. Je me suis concentrée sur le foie, etc. C'est en effet parce que les images montrent qu'il y a des anomalies, des masses, des nodules. On évite le mot tumeur de principe, où certaines images sont anormales, expliquent probablement les douleurs, la toux pour lesquelles vous avez consulté. Il s'agit probablement d'une maladie sérieuse, mais cet examen n'est qu'un élément du diagnostic. Il est possible que votre médecin demande d'autres examens en complément. Nous ferons notre possible pour que vous obteniez des rendez-vous le plus rapidement, s'il souhaite que vous les effectuiez ici, que vous en êtes d'accord. Alors, il y a plein de situations difficiles. Le patient très bavard, il faut savoir l'interrompre de façon stratégique. Le patient agressif, où il ne faut pas réagir en mémoire et lui dire clairement qu'on ne peut pas accepter que l'on nous parle ainsi, quelles que soient les difficultés, que l'on respecte. Le patient autoritaire, il faut savoir dépasser son propre sentiment d'indignation. Le patient est un proche ou le proche d'un collègue. Ça nécessite beaucoup d'expérience et de professionnalisme et il faut savoir prendre de l'aide extérieure. Le patient est un professionnel de santé. On repart de la base, on garde les procédures habituelles. On évite la fuite, on évite de faire récupérer un compte-rendu inquiétant pour un patient sans explication. Le mensonge, bien sûr, la brutalité. On n'affirme pas le diagnostic forcément de cancer ou de métastase, puisque la radiologie n'est pas l'anatomie, pourtant on le met quand même le plus souvent dans les comptes-rendus, mais on peut mettre compatible avec. On évite d'utiliser des adjectifs qualificatifs inquiétants, on évite d'informer les proches avant le patient, et on évite de ne pas écouter les relations émotionnelles, l'attitude tranchée ou culpabilisante, bien sûr, la banalisation, la réassurance à tout prix, la substitution avec le clinicien quand on connaît très bien la pathologie. Et on hésite aussi de rentrer trop dans la personnalité d'un patient qui est absolument fermé et qui ne veut pas avoir de renseignements. Est-ce qu'il faut montrer les images? Je pense que c'est assez violent. Certains patients, toutefois, le demandent. Et donc, je crois que le plus souvent, ça renforce le stress et le caractère d'urgence qui n'a pourtant pas lieu d'être très souvent. L'après-préannonce, eh bien, c'est souvent le bureau des rendez-vous. Et le personnel du bureau des rendez-vous, eh bien, doit être tout à fait à même et sans pousser des yeux au ciel. Mais non, une IRM, tu n'y penses pas, les rendez-vous sont dans 3 mois. Et donc, c'est un simple regard avec ce personnel fait vite comprendre que le patient vient d'avoir une annonce difficile et ils sont tout à fait à même maintenant de prendre en charge ces patients et de trouver des rendez-vous complémentaires quand il y en a besoin. Savoir poser la question pour le retour. Voulez-vous être accompagné? Voulez-vous que nous prévenions un proche? Êtes-vous suffisamment bien pour repartir? L'après-annonce d'une maladie grave, donc, il faut aussi peut-être écrire dans le compte-rendu que le patient a été prévenu. L'organisation d'un service d'imagerie doit donc finalement être vraiment autour du patient, avec le bureau des rendez-vous, la formation du personnel du bureau des rendez-vous, l'accueil, l'explication de l'équipe paramédicale. Et il faut bien sûr que les manipulateurs et les agents demandent si l'entretien médical est souhaité et donc il nécessitera un temps d'attente.
L'alerte, on en a déjà parlé, c'est fondamental. Moi, c'est comme ça que j'accueille tous les internes. La première chose que je leur dis, c'était qu'on alerte dès qu'il y a quelque chose d'anormal et on le note dans le compte-rendu. Alors, on n'a pas toujours des DECT, ils ne marchent pas toujours très bien. Voir le patient, c'est toujours ce qu'il y a de mieux, ce n'est pas toujours possible, mais en tout cas, bien sûr, les alertes et le marquer, c'est très important. Quelques sites m'ont aidé pour faire ce topo, et puis d'autres, les sites de l'INCa, l'espace éthique, information cancer, le site de la Ligue nationale contre le cancer, de l'American College of Radiology, et puis également celui-ci. Et sinon, je vous invite aussi à lire, dans vos trajets par exemple, quelques ouvrages de base sur la relation médecin-malade. Celui-là est très bien, S'asseoir pour parler, de Robert Buchmann. La psycho-oncologie dans l'abrégé Masson, Vivre une maladie grave et la relation médecin-malade, qui est très très bien fait, avec d'Isabelle Mollet-Massol. Je vous remercie de votre attention. Merci Laurence, merci pour toute cette humanité qu'on sent en toi à travers cet exposé. C'est une leçon pour tous. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires sur ce sujet de l'annonce? Moi, pour amorcer un peu, je voudrais demander à Catherine si elle voit ça un peu différemment quand il s'agit d'enfants. Alors, il n'y a pas de différence fondamentale entre une annonce en pédiatrie et une annonce en adulte. Simplement, en pédiatrie, on a à la fois l'enfant et les parents, mais les principes généraux sont exactement les mêmes. Et pour résumer, je reprendrai les grandes idées de Laurence. Il est très important de toute façon de dire quelque chose, même si on dit qu'on ne sait pas pour le moment. Deuxièmement, il faut savoir que l'enfant est très sensible à la communication non verbale, surtout quand il n'a pas encore acquis la parole, mais je pense que ceci est valable également pour l'adulte. Tout ce que je vous dis là ne sort pas de moi, mais sort de séminaires de communication qu'on a fait dans le service, pour tout le service. Troisièmement, il est conseillé en pédiatrie, et je pense que c'est aussi valable pour l'adulte, d'éliminer toutes les phrases négatives, c'est-à-dire qu'au lieu de dire ce n'est pas une lésion maligne, le cerveau, on entend surtout malin, surtout quand on est stressé, on va plutôt choisir de dire c'est quelque chose de probablement bénin, mais en tout cas éviter les tournures négatives parce que le mot qui est porté résonne en général dans la tête du sujet stressé. Et enfin, la dernière clé qui est en général recommandée, c'est d'accepter de faire une annonce ou une pré-annonce, en pédiatrie en tout cas, quand on est soi-même assez serein, et quand on ne l'est pas, pour une raison ou pour une autre, eh bien, il est conseillé de demander à un collègue, soit radiopédiatre, soit pédiatre, de faire cette annonce ou de faire en collaboration l'annonce. Voilà ce que je peux dire. Merci beaucoup. Non, moi, je voulais oui, juste insister, parce qu'il y a eu beaucoup de choses dans le topo, mais je pense que une des choses peut-être très importantes et qu'il faut introduire partout, ou deux notions. Un, c'est la notion d'équipe, hein, tu l'as dit, c'est de la prise de rendez-vous jusqu'à la sortie, etc. Il faut que l'ensemble du personnel puisse voilà, participer à la prise en charge et non pas juste le médecin. Ou, voilà, je pense que cette notion d'équipe, parce qu'il suffit d'une personne qui disent quelque chose de négatif, hop, ça va être pris tout de suite parce que les enfants ou les adultes sont stressés d'une manière générale. Voilà, il ne faut pas faire de blagues, tu l'as dit, ou pas faire de négation. Et la deuxième chose, je voudrais encourager tout le monde à, on a vu très bien les scanners de dernière génération, les aspects techniques, mais à faire des formations sur le poids des mots. Voilà, pour nous, dans notre service, c'est obligatoire, c'est-à-dire que tout le monde, l'aide-soignant, la SH, etc., tout le monde a au moins 2 jours de formation sur
sur le poids des mots. Certains vont jusqu'à 11 jours avec l'hypnose conversationnelle, et moi j'ai pu faire cette formation. Vraiment, ça vous ouvre l'esprit et ça change vraiment la relation que l'on peut avoir avec les patients. Alors certes, je suis d'accord sur le fait qu'il ne faut pas dire médecin radiologue, mais radiologue tout court. C'est un vœu et on tend tous là-dessus. Mais à chaque fois que je discute avec les associations de patients ou que ce soit la Haute Autorité de Santé, chaque fois les radiologues disent « Ah bah oui, mais moi j'étais voir le radiologue, et ben, il ne m'a rien dit du tout, il m'a renvoyé comme ça, etc. » Donc on a un gros effort, en tout cas à faire dans notre profession, que ce soit en public ou en privé, pour, voilà, entre les bonnes pratiques qui sont dites ici et puis la réalité. Je n'ai pas dit que c'était toujours simple. Je me rappelle d'une fois dans les JFR où je me suis fait apostropher, la salle était archi pleine en disant « Mais vous vous rendez pas compte, on n'a pas le temps dans le débit, etc. » Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à faire. Il y a une cadence importante à soutenir, mais bon, voilà, c'est une obligation pour nous qui s'impose par le juge. Je suis à montrer d'ailleurs qu'un des radiologues a été condamné, non pas parce qu'il n'a pas fait l'annonce, mais parce qu'il n'a pas pu démontrer de la gravité des choses. Et je vous invite en effet, parce que si un patient ne veut pas se faire opérer sur un anévrisme de l'aorte abdominale, moi j'en ai eu plusieurs qui disent « Ah ben il a 6-7 cm, il est opératoire. Non, c'est pas, j'ai pas le temps, je m'occupe de ma femme, etc. » Eh bien, je finis juste là-dessus parce que c'est important comme message. Ça engage votre responsabilité et mettez dans le compte-rendu, comme elle l'a dit, que la personne ne veut pas se faire soigner et redonner un rendez-vous à 6 mois. Voilà, excuse-moi Catherine, mais c'est important parce qu'il y a vraiment du vécu, comme tu peux l'entendre, à la fois parce que des radiologues sont condamnés et je dirais injustement.